aujourd'hui. Et c'est le propre également de cette collection. Et là, tu découvres des choses, parce que dernièrement, Daesh est en déclin. L'offre djihadiste n'est plus aussi, entre guillemets, excuse-moi du terme, sexy qu'avant. Et donc, il y a une certaine délinquance salafiste qui monte, puisque c'est des salafistes qui ne partent plus, donc ils restent. Et donc, il y a une certaine... La frontière qui est toujours poreuse entre la délinquance et le salafisme djihadiste devient encore plus... c'est encore plus affirmé comme passage, et on voit des comportements délinquants. Et ça, c'est nouveau par rapport au djihadisme. J'ai essayé également de faire Sibta pour voir si s'il y a une continuité de radicalisme vers l'enclave de Ceuta en espagnol, et voir si le quartier de Principe, qui est un quartier dont la presse espagnole parle énormément, est-ce qu'il est isolé du reste du nord du Maroc, ou est-ce qu'il est similaire à ce qui se passe à Berchif, à Tanger? Et c'était intéressant de voir cela. J'ai également travaillé sur le milieu rural, parce que j'ai travaillé sur un rite rural en particulier, qu'on appelle en amazigh Bilnaoun, et en arabe ça existe également, c'est Boulftain. C'est une tradition rurale, entre guillemets animiste. Après la fête du mouton, on coupe les peaux et on fait une sorte de carnaval pendant 7 jours festif, où il y a des rites, des fêtes, mais également où des relations se nouent. Et c'était, moi je suis descendu dans un quartier, dans un village en particulier qui est Esni, qui est à 45 km au sud de Marrakech, pour voir comment le salafisme a attaqué, et c'est ce qui s'est passé, parce que ce rite a été partout attaqué, en le qualifiant d'animiste et tout, et comment la résistance également des anciens et des villageois s'est faite pour garder ce rite-là. Comme j'ai travaillé également dans la mixité des danses d'Ahwash et d'Ahidous, qui ont été également ciblées, parce que cibler la mixité n'est pas juste propre à ce milieu rural, parce que également quand j'ai travaillé sur l'université et sur comment on enseigne les filières islamiques dans les facultés, notamment celle d'Ain Chakr à Casablanca, qui a une demi-heure de voiture du centre-ville de Casablanca, c'était cette même mixité qui était remise en question, et le fameux al-ikhtilat. Et quand je suis rentré pour assister à un cours d'un certain professeur que j'ai tenu à nommer, alors que je ne fais pas ça même avec les dealers, parce que c'est pas mon travail de police, je suis pas un policier, je suis un journaliste, mais j'ai tenu à nommer ce professeur parce que c'est absurde ce qui se passe dans cette faculté, parce que c'est un monsieur qui est un tenant du salafisme pur et dur, et qui rend cette université une sorte de zaouïa salafiste, où l'khtilat n'est pas permis. Quand je suis rentré, et automatiquement, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans l'amphithéâtre pour les garçons, je me suis mis du côté des filles, là, l'khtilat, et il m'invitait à aller de l'autre côté, et même à être debout, et ne pas être là-bas. Dans cet amphithéâtre, il y avait une entrée pour garçons et une entrée pour les filles. Il y avait des enfants, des bébés, on lui saluait la main. C'était le mouride, et c'était pas une université, et c'est au centre-ville de Casablanca. La radicalisation, elle était là, mais comme je disais tout à l'heure, tout près du centre-ville de la capitale économique du pays. Donc il est question aussi de cette radicalisation banalisée, de cette radicalisation qu'on a pu voir quand il y a eu les attentats d'Istanbul, et qu'il y a eu 2 filles marocaines, 2 jeunes femmes marocaines qui sont mortes dans cette discothèque,
et comment la réaction dans les réseaux sociaux de la part de personnes, des garçons et des filles qui n'ont rien de salafiste, en disant que qu'est-ce que ces femmes faisaient dans une discothèque et comment on peut rendre hommage à des femmes qui n'étaient pas dans une mosquée. Et ça, c'était le discours prévalent. Et j'ai commencé par ça dans l'introduction pour tirer une sonnette d'alarme, parce que il n'y a pas que cette radicalisation claire, médiatisée à outrance, bien sûr, très dure également, puisqu'elle fait des victimes un peu partout, qui est celle du radicalisme violent djihadiste, mais il y a également cette radicalisation banalisée contre les femmes, par exemple, dans l'espace public. Celle-là que je viens de raconter, parfois contre le juif, contre l'étranger, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a bouleversé, et entre autres, j'ai fait un grand portrait d'un salafi djihadiste qui est connu au Maroc, qui s'appelle Abou Hafs, et qui a évolué entre-temps. Et ce portrait était important pour moi pour montrer également le rôle qu'a joué l'État marocain dans la radicalisation, et comment depuis la guerre de l'Afghanistan, l'État marocain a encouragé la radicalisation et a encouragé l'envoi de djihadistes en Afghanistan. On a tendance à oublier ça. Des personnes qui sont revenues et traitées d'héros à l'époque, alors que c'était des djihadistes, terroristes également. Et comment cela ne s'est pas à continuer. Parce que ceux des islamistes que l'État marocain luttait contre étaient, par exemple, Justice et Bienfaisance, Al-Adl al-Ihsan, qui est un mouvement islamiste politique non violent, mais qui remettait en cause la légalité de l'État. Mais les salafistes, ils n'avaient aucun problème. Et à travers ce témoignage d'Abou Hafs qui nous raconte comment il a vécu son enfance dans ce milieu salafiste, et comment ce salafisme était presque encouragé, puisque dans le salafisme, on ne remet pas en cause l'autorité du hakim, du gouverneur, du roi, ou de l'autorité suprême. Et que comment, c'est juste après, c'est bien après, c'est-à-dire après les événements du 11 septembre et la montée de mouvements takfiristes encore plus violents, qui ont bien sûr qui ont bien pris corps dans nos quartiers, que l'État marocain a décidé de passer, et quand c'est bien sûr ces takfiristes ont même remis en cause l'autorité du monarque, que l'État marocain a commencé à sévir après le 16 mai 2003, les événements, les actions terroristes de Casablanca, à sévir même en dehors de la loi, en emprisonnant et en torturant à Temara, en revenant aux années de plomb presque, un nombre important de personnes qui n'avaient aucun lien avec ce qui s'est passé. Et donc voilà, à travers ce livre, j'ai essayé de rendre compte de différentes formes de radicalisation, toujours dans le même esprit de la collection que j'ai réalisé dans D'autres femmes, d'autres mulets, à travers des histoires, une réalité, beaucoup de recul, pas de pathos, et voilà, des voix que je mets en avant pour que les gens, les lecteurs, puissent avoir une idée sur... C'est non exhaustif, bien sûr. Je ne prétends pas faire le tour de la radicalisation, mais de ce que j'ai constaté à travers mes immersions. Et merci beaucoup. J'aime Oudeifa et pour du débat, mais auparavant, j'ai oublié de vous informer que le Forcem aura une conférence débat la semaine prochaine. Excusez-moi, ça coupe un peu, mais je ne voudrais pas oublier faire part de cette information. Autour d'une conférence débat qui a pour sujet l'Académie berbère,
Paris, 1966, 1978, sur fond d'amitié entre Mohand Arab Bessaoud et Jacques Benet, militants engagés pour la cause berbère. C'est donc le titre d'un livre de Marc Benet, qui doit être, j'imagine, le fils de Jacques Benet. Et le modérateur sera notre ami ici présent, Tahar Kalfoun. Donc le 6 avril 2017 à 18h30 en salle F08. La parole est à la salle selon la formule. On parle d'un gouvernement islamiste. Quelle est sa... D'ailleurs, le Premier ministre qui était pressenti avant a été démis puisqu'il ne pouvait plus former un gouvernement. Quelle est sa position par rapport à la radicalisation? Alors, par rapport à la radicalisation, encore une fois, il y a différentes formes de radicalisation. Par rapport à la radicalisation violente, c'est un gouvernement qui a adopté la loi antiterroriste qui est toujours en vigueur au Maroc. Et même, c'est sous ce gouvernement-là qu'on a ajouté un article en 2015 condamnant toute personne qui revient d'un foyer de tension, que ce soit en Syrie, en Irak ou en Libye. Et en général, toute personne qui revient après cette loi-là, il est incarcéré et interrogé, puis il passe devant la justice. Et en général, d'après les cas qui sont passés, ils écopent entre 2 et 3 ans de prison. Donc sur la radicalisation violente, le PJD a suivi et il y a une continuité de l'État sur ce registre-là. Alors sur d'autres formes de radicalisation qui ne sont pas violentes, là il y a matière à parler, puisque de toute façon le PJD est un parti où il y a sa composante politique, c'est le PJD, c'est le Parti Justice et Développement, mais là, sa composante d'Aouia, sa composante idéologique de prédication, qui prend position autrement sur des sujets de société et qui est conservatrice. Voilà, il y a eu par exemple, dernièrement, quand il y a eu l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, il y a eu l'apologie par des membres du PJD, sauf que la justice, qui est gérée par le ministre du PJD, qui est Ramid, a poursuivi ces personnes-là et ils sont en attente de condamnation. Donc c'est encore une fois pas blanc, pas noir sur la radicalisation violente et sur le terrorisme. Le PJD est clair, il exerce une continuité et dans ce cadre-là, tout est clair. Sur d'autres formes de radicalisation qui ne sont pas violentes, sur des phénomènes de société, sur des choses comme le voile, il est dans sa position naturelle d'un parti conservateur, islamiste, qui défend ces pratiques religieuses et ces comportements qui, pour lui, émanent de l'islam et tout le monde. Est-ce que tu pourrais présenter un peu l'éventail de l'islam politique au Maroc et les différents courants? Est-ce que les choses ont changé avec l'épreuve du pouvoir? Nous avons un parti politique d'obédience islamiste qui est le PJD, qui est au pouvoir. J'ouvre une parenthèse, à mon avis, on n'entre pas dans un gouvernement au Maroc quand on n'a pas été, quand on n'accepte pas les règles du jeu telles que admis par le pouvoir. Et donc